تساوم على الحق أو الثوابت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Calme précaire dans le camp palestinien de Ain el-Halwe au Liban Sud. Une réunion regroupant les factions palestiniennes a lieu cet après-midi à l'ambassade de Palestine à Beyrouth. Le commandant des opérations militaires américaines au Moyen-Orient, le général Joseph Votel, en visite à Beyrouth. L'aide américaine à l'armée libanaise est au cœur de ces entretiens. La phase la plus intense de la bataille de Mossoul se déroule actuellement. Les forces irakiennes affrontent désormais les djihadistes à l'ouest du fleuve Tigre qui coupe la ville en deux. Je vous le disais en titre, calme précaire dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Halwe à Saïdast au Liban Sud. Et ce, après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre les factions palestiniennes hier soir. Les affrontements opposant des combattants du Fatah à des groupuscules islamistes radicaux avaient secoué le camp ces dernières heures, faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels. Une réunion regroupant l'ensemble des factions palestiniennes a lieu cet après-midi dans les locaux de l'ambassade de Palestine à Beyrouth. Je vous rappelle qu'Ain el-Halwe est le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban. La sécurité y est assurée par les factions palestiniennes au terme d'un vieil accord avec le gouvernement libanais. Le Premier ministre Saad Hariri suit de très près la situation dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Halwe. Il a reçu ce midi au Grand Sérail une délégation de personnalités de Saïda pour passer en revue les derniers développements dans le camp à la lumière du cessez-le-feu entre les factions palestiniennes. Saad Hariri s'est également entretenu avec le vice-premier ministre Hassan Hasbani, avec qui il a évoqué les dossiers emblématiques. Le chef du gouvernement a également reçu les députés du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salameh. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. Une délégation de dignitaires religieux druzes au palais de Mabda. Ils ont rencontré le président de la République, Michel Aoun, en compagnie du leader du parti druze, Tawhid, Wiyam Wahab. Le chef de l'État a notamment évoqué les pourparlers en cours en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. Un mode de scrutin qui, selon Aoun, vise à garantir le principe d'égalité entre toutes les communautés religieuses du pays sans distinction. Le président a par ailleurs souligné l'importance des relations druso-chrétiennes, assurant que personne ne pourra ternir ces relations. Également au palais présidentiel, le commandant des opérations militaires américaines au Moyen-Orient, le général Joseph Votel. Il a notamment été question de l'aide américaine à l'armée libanaise en matière de lutte contre le terrorisme. Le général, accompagné de l'ambassadrice américaine Elizabeth Richard, s'est également entretenu avec le Premier ministre Saad Hariri au Grand Sérail. La coopération militaire entre Washington et Beyrouth a largement été évoquée durant cet entretien. Le haut gradé américain n'a pas fait de déclaration à l'issue de ces visites. Vendredi, il avait effectué une courte visite en Syrie pour rencontrer des dirigeants des forces démocratiques syriennes, selon le porte-parole de cette coalition anti-djihadiste soutenue par Washington. Dans un tout autre registre, l'adoption de la proportionnelle intégrale est nécessaire afin de garantir une juste représentation de toutes les communautés du pays. Ce sont les mots de Talal Arslan, le leader druze, s'exprimer à l'issue d'un entretien à Mtine avec le président de la Chambre Nabi Berri. Arslan a par ailleurs exprimé son refus d'organiser les élections sur la base de la loi dite de 1960, ce qui à ses yeux signifierait l'effondrement de l'État. La loi en vigueur, donc la dite de 1960, basée sur un scrutin plurinominal majoritaire, est officiellement critiquée par la plupart des pôles politiques, mais ceux-ci n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un projet de loi commun en vue des législatives prévues fin mai. Dans le reste de l'actualité régionale, les forces irakiennes qui combattent les djihadistes du groupe État islamique progressent dans la partie ouest de Mossoul. Leur objectif, réussir à faire la jonction avec les troupes gouvernementales qui ont déjà repris la partie orientale de la ville. Il s'agit d'établir un pont flottant en vue d'une ligne de ravitaillement à travers le Tigre, le fleuve qui coupe Mossoul en deux. Selon les estimations américaines, il resterait environ 2000 djihadistes dans cette zone encerclée. Reportage. L'ouest de Mossoul.
sous le feu ininterrompu de l'armée irakienne. Depuis les quartiers libérés, la guerre est toute proche. Et pour ceux qui habitent à proximité des 5 ponts de la ville qui enjambent le Tigre, la menace ne s'est pas dissipée. Si tu vas au bout de cette rue, tu vas tomber sur les premières positions de Daesh. Il y a quelques jours encore, certains djihadistes essayaient de s'infiltrer de ce côté-là, mais l'armée les a repoussés. Une ville coupée en deux et des familles aussi. Parfois écartelées de part et d'autre du fleuve. Voilà ce que vit cet homme. Depuis 15 jours, le téléphone de ma femme ne répond plus. Elle est avec mes 2 filles de l'autre côté. Elle me manque. J'ai peur pour elle. Mon cœur saigne. Reconquise il y a un peu plus d'1 mois, la partie est de Mossoul se réveille après 2 ans et demi passés sous la férule des djihadistes, qui avaient établi l'un de leurs plus importants centres de commandement dans ces immeubles déchiquetés, ceux de l'université de Mossoul. C'est par là, faites attention. Il y a encore beaucoup de mines. Tout n'est pas nettoyé. Les avions de la coalition ont bombardé toute cette partie-là. Regardez là, l'impact d'une frappe. Sur le campus, le groupe État islamique fabriquait des engins explosifs et stockait des produits chimiques. C'est également ici que les djihadistes imprimaient ces manuels de propagande. Ils les distribuaient dans la rue, à tout le monde. Sur les étagères de la bibliothèque, toujours présent, ce dictionnaire de français et même un guide sur Paris. C'était une université très réputée avant la guerre. Beaucoup de gens étudiaient le français ici. Aux abords de l'université, la vie reprend lentement. Le boulanger vend à nouveau son pain librement. Mais dans tout Mossoul-Est, la crainte de cellules dormantes, de djihadistes infiltrés et d'attaques kamikazes est permanente. Allez, dégagez de là, dégagez! Si la liberté a été retrouvée, la paix n'est pas encore gagnée. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le régime syrien a bombardé ces dernières heures Douma, Homs, Alep ou encore Daraa. Les avions de Bachar el-Assad continuent de cibler les factions d'Al-Qaïda et d'État islamique, exclus du cessez-le-feu en vigueur depuis le 30 décembre. Mais les bombardements frappent aussi bien les caches rebelles que des zones résidentielles. La tension est montée après les attentats perpétrés samedi à Homs et dans lesquels 42 personnes ont péri, dont des cadres de Damas. Malgré ce regain de violence, les négociations de paix se poursuivent à Genève. Jeudi dernier, le régime et l'opposition ont accepté de s'asseoir à la même table pour la première fois en 3 ans. Et l'État islamique très implanté dans le Sinaï, où l'on ne compte plus le nombre d'attaques, notamment contre les policiers égyptiens. Autre victime de l'État islamique, ce sont les Coptes. Reportage. Dans l'auberge de jeunesse où ces Coptes ont trouvé refuge, c'est l'heure de la distribution de nourriture. Au total, plus de 100 familles sont arrivées à Ismaïlia ces derniers jours, sur la rive du canal de Suez. Toutes ont fui leur maison dans le nord de la péninsule du Sinaï. Leurs récits font froid dans le dos. Jeudi dernier, mon cousin est allé ouvrir la porte après avoir entendu frapper. Il s'est retrouvé face à des terroristes masqués et armés. Ils l'ont entraîné à l'intérieur et lui ont tiré une balle dans la tête. 7 chrétiens ont été tués le mois dernier dans la ville d'Al-Arish. La semaine dernière, le groupe État islamique a appelé dans une vidéo à intensifier les attaques contre les Coptes orthodoxes, la plus importante communauté chrétienne au Moyen-Orient. Il n'y a pas de vie pour les chrétiens ici. Ils ont soif du sang des chrétiens. Donc ça n'est pas possible pour les Coptes de vivre à Al-Arish. Ils ont été plutôt clairs quand ils ont dit
Nous ne laisserons aucun chrétien en paix. Ils veulent un État islamique. Le nord du Sinaï est depuis des années l'épicentre d'une insurrection islamiste. Depuis cette récente escalade de violence, les appels aux autorités égyptiennes se multiplient sur les réseaux sociaux pour réclamer plus de protection pour la minorité copte. Elle représente environ 10% de la population égyptienne. Dans le reste de l'actualité internationale, à 2 mois d'une élection présidentielle incertaine en France, la campagne rythmée par les affaires judiciaires impliquant le candidat de droite, François Fillon, et la présidente du Front National, Marine Le Pen, dont une proche vient d'être inculpée. Nabia Makloufi Oussibrahim nous en dit plus. Marine Le Pen, François Fillon, à chacun son épée de Damoclès. Candidats à la fonction suprême, ils sont tous deux menacés d'une mise en examen. Fait inédit dans l'histoire de la Ve République. François Fillon d'abord. Vendredi, le parquet financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire. L'ancien Premier ministre aurait indûment fait salarier par l'Assemblée nationale son épouse et 2 de ses enfants lorsqu'il était député de la Sarthe. Embourbée elle aussi dans les affaires, la présidente du Front National a vu 2 de ses proches mis en examen. Catherine Griset, sa chef de cabinet, soupçonnée d'emploi fictif au Parlement européen à Strasbourg. Et Frédéric Chatillon, l'un des hommes clés dans les campagnes de financement du parti. Il aurait imposé des kits de campagne aux candidats frontistes à des prix largement gonflés. À la convocation de la police, Marine Le Pen a opposé un non catégorique. Un affront à la justice, a répliqué le Premier ministre. Lorsqu'on prétend aux plus hautes responsabilités, on ne peut se placer au-dessus des lois de la République. À mesure que les taux se resserrent autour des 2 candidats, des voix s'élèvent dans leur entourage. Tout invoque la fameuse trêve républicaine, une règle non écrite qui empêcherait les juges de mener à bien leur investigation dans un temps proche de l'élection. Une trêve loin de faire l'unanimité. Le garde des Sceaux s'est lui-même positionné contre. Si dans le passé, pour la fixation de la date du procès, il a pu y avoir des pauses électorales, cela n'a jamais concerné la conduite des enquêtes. Il n'existe d'ailleurs aucun texte prévoyant une telle suspension. Quelle en serait d'ailleurs la raison? Au nom de quelle exception? À mes yeux, rien ne le justifierait. Pris à leur tour dans une course contre la montre, les 3 magistrats instructeurs vont devoir faire leur choix à partir du 17 mars, date limite du dépôt des parrainages. Ils pourront soit continuer l'enquête au risque d'interférer sur le scrutin, soit se décider à observer cette fameuse trêve judiciaire au risque d'entretenir un sentiment d'impunité à l'égard des 2 candidats. Cela ressemble à un film cauchemardesque ou à une mauvaise blague. On vous dit que vous avez gagné l'Oscar du meilleur film. Et en fait, non. C'est ce qui est arrivé ce dimanche soir à Hollywood, à l'équipe du film La La Land, obligée de rendre la statuette sous les yeux d'un public mi-amusé, mi-stupéfait. La plus haute récompense d'Hollywood revient donc au film Moonlight du réalisateur Henry Jenkins, Barry Jenkins également primé pour le scénario. Noémie Roche nous en dit plus. Maman, papa, Jeff. La comédie musicale La La Land vient d'être sacrée meilleur film quand soudain. On a perdu en fait. Il y a une erreur. Moonlight, c'est vous qui avez l'Oscar du meilleur film. Ce n'est pas une blague. Moonlight a l'Oscar du meilleur film. Moonlight, meilleur film. C'est donc le film de Barry Jenkins qui remporte la prestigieuse récompense avec ce drame sur un jeune garçon noir homosexuel qui grandit dans un quartier difficile. La La Land a tout de même de quoi se consoler. Le grand favori repart avec 6 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. À 32 ans, Damien Chazelle devient le plus jeune lauréat du prix pour la comédie musicale. Emma Stone. Emma Stone, qui fait des claquettes, chante et pleure dans cette romance douce amère, est elle aussi sacrée meilleure actrice à 28 ans. C'est une énorme confluence de chance et d'opportunités d'avoir joué dans un pareil film. Et donc je veux remercier Damien Chazelle de m'avoir choisi pour en faire partie. Ça a été si spécial, une occasion unique dans une vie. L'Oscar du meilleur acteur est lui attribué à Casey Affleck pour sa prestation dans Manchester by the Sea, où il interprète un homme dépressif, soudainement forcé de s'occuper de son neveu.
Les casques blancs, célèbres secouristes des zones rebelles de Syrie, ont eux été récompensés pour un documentaire retraçant leur travail. Le film d'Orlando von Enzidel remporte l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. La cérémonie a cette année été très politique. Ça fait plus de 2 heures que la cérémonie a commencé et Donald Trump n'a pas tweeté une seule fois. Je commence à m'inquiéter pour lui. Le désamour entre Hollywood et Donald Trump a été le fil conducteur de la soirée. Le célèbre défilé des meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro, le spectacle grandiose très attendu du carnaval, terni par un accident. Le célèbre... Donc un char a percuté une tribune du Sambodrome, une avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert et de loges pour VIP. Bilan, une vingtaine de blessés. Après une courte pause, le défilé a tout de même repris avec pas moins de 3000 personnes qui déambulent avec des costumes extravagants. Un carnaval auquel des Français participent. Un thème a été retenu pour la collection de leurs costumes, celui de Louis XIV. Bienvenue dans le berceau du carnaval, la cité de la samba. Dans ce grand hangar, l'école de San Clemente, elle, a choisi un roi aussi, bien français, Louis XIV et sa cour comme terrain de jeu. Bonjour, Aujourd'hui, on va se concentrer sur la confection des robes des danseuses. Oubliez tous vos autres déguisements, d'accord? Allez, à nous de jouer les filles, bonne journée! Sous les ordres de la costumière, 15 couturières qui doivent reproduire le faste des bals de Versailles. À l'extérieur de l'atelier, une centaine de petites mains donnent vie aux nobles, courtisanes et autres rois soleil. En tout, 2 millions d'euros de budget. L'extravagance de Louis XIV sied bien à l'industrie du carnaval. Ça, c'est le char principal. C'est le carrosse de feu dans lequel va défiler le roi soleil. Pour reproduire chaque détail, le président et sa troupe d'artistes se sont rendus en France il y a quelques mois. Et pour porter les couleurs de l'école, les Français se bousculent. Comme Catherine, Emma et leurs amis. C'est la 4e fois qu'elles défilent, mais la première en chandelier. Je me vois pas, mais je me marre toute seule. 200 € pour participer au défilé. Même à ce prix-là, on ne choisit pas son costume. À quelques heures des défilés, l'avenue du plus grand carnaval du monde bat au rythme des répétitions. Catherine et ses amis devront chanter l'hymne de l'école pendant les 80 minutes du défilé. Pas facile. Le défilé, c'est vive la magie du Rito Carioca. C'est vive la magie, la joie, l'allégresse des Carioca. Ils parcourront les 700 mètres du Sambodrome avec 15 kilos de plumes sur le dos. L'an dernier, l'école de San Clemente avait fini 9e. La magie de la samba de Louis XIV la rapprochera peut-être un peu plus de la victoire. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Calme précaire dans le camp palestinien de Ain el-Helwe au Liban Sud. Une réunion regroupant les factions palestiniennes a lieu cet après-midi à l'ambassade de Palestine à Beyrouth. Le commandant des opérations militaires américaines au Moyen-Orient, le général Joseph Votel, en visite à Beyrouth. L'aide américaine à l'armée libanaise est au cœur de ces entretiens. Et la phase la plus intense de la bataille de Mossoul se déroule actuellement en Irak. Les forces irakiennes affrontent désormais les djihadistes à l'ouest du fleuve Tigre qui coupe la ville en deux. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. ولن نساوي